Imaginez une nuit noire sur l'océan Pacifique où les vagues murmurent des secrets inavouables, chargés de mystères et de trahison. Une icône d'Hollywood, rayonnante et adorée par des millions de fans, disparaît dans les abysses glacés, son corps ballotté par les courants impitoyables. Était-ce un accident tragique, fruit d'une imprudence nocturne, un acte désespéré, poussé par des démons intérieurs, ou un meurtre, froidement orchestré, étouffé par les ombres du pouvoir et les alliances invisibles de l'industrie du cinéma? Natalie Wood, la muse éternelle de West Side Story et Rebel Without Cause, s'est éteinte brutalement en 1981 à seulement 43 ans. Mais 4 décennies plus tard, les fantômes de cette affaire ressurgissent, hurlant la vérité au milieu des mensonges hollywoodiens. Et si Hollywood, ce royaume de rêves illusoires et de paillettes mensongères, protégeait ses assassins les plus sombres, enterrant les preuves sous des tapis rouges et des contrats en or? Plongez avec moi dans les abysses de Tinseltown, où la gloire cache des horreurs inimaginables, des scandales qui font trembler les fondations de l'empire du cinéma. Ce qui va suivre pourrait briser à jamais votre illusion du grand écran, révélant un monde où la justice est une fiction et où les stars intouchables échappent à tout. Bienvenue dans ce nouveau format HPSM. Hollywood protège-t-il ses meurtriers? Et si la vidéo te plaît, pense à liker, commenter et à t'abonner. Bon visionnage. Natalie Wood, née Natalia Nikolaevna Zakharenko, le 20 juillet 1938 à San Francisco, émerge des ténèbres de la pauvreté et de l'exil. Fille d'immigrants russes, sa mère Maria Zoudilova, une femme ambitieuse et manipulatrice originaire d'Ukraine, et son père Nicolas Zakharenko, un charpentier ukrainien fuyant les horreurs de la révolution russe et la guerre civile, sa famille survit dans l'ombre de la misère, hantée par les souvenirs de la violence. Maria, qui avait déjà une fille d'un précédent mariage, Olga, née en 1928, élève ses enfants dans la précarité, déménageant sans cesse au gré des emplois précaires de Nicolas. En 1938, la famille change son nom en Gurdin pour s'intégrer mieux à l'Amérique, effaçant les traces slaves qui pourraient les marquer. Mais le destin frappe tôt. En 1942, lors d'un tournage à Santa Rosa en Californie, la petite Natalia, âgée de seulement 4 ans, est repérée par le réalisateur Irving Pichel. C'est le début d'une ascension fulgurante, mais aussi d'une enfance volée. Maria, obsédée par la gloire, pousse sa fille sous les projecteurs impitoyables, la forçant à auditionner sans relâche, teignant ses cheveux bruns en blond pour qu'elle ressemble à une vraie américaine et efface ses racines étrangères. « Tu seras une légende !» siffle-t-elle, transformant sa fille en une poupée vivante au service des studios. À 5 ans à peine, Natalie décroche son premier rôle notable dans Happy Land en 1943, hypnotisant les réalisateurs avec son innocence volée et son talent naturel. Mais derrière les applaudissements et les contrats juteux, c'est une enfance brisée, un sacrifice sur l'autel de la célébrité. Éduquée sur les plateaux de tournage plutôt qu'à l'école, elle devient une professionnelle accomplie dès son plus jeune âge. En 1946, elle joue aux côtés du légendaire Orson Welles dans Tomorrow is Forever, où Welles la qualifie de professionnelle née. À 7 ans, Miracle on 34th Street, en 1947, la couronne enfant star incontestée, une poupée aux yeux expressifs qui fait fondre les cœurs dans ce classique de Noël, où elle incarne une fillette sceptique face au Père Noël. Elle enchaîne plus de 20 rôles d'enfants, souvent des filles de famille, dans des drames comme The Ghost and Mrs. Muir en 1947, Father Was a Fullback en 1949 ou The Blue Veil en 1951. Excellent dans des rôles émouvants qui la font briller aux côtés de stars comme Maureen O'Hara ou Jane Wyman. Élève brillante malgré tout, elle obtient des A dans ses cours sur les lots de studio, mais la pression est écrasante.
Adolescente, Nathalie défie les chaînes de l'enfance star avec une transition audacieuse vers des rôles plus matures. En 1955, à 17 ans, elle est nominée aux Oscars pour la meilleure actrice dans un second rôle pour Rebel Without Cause, dansant avec la mort aux côtés du mythique James Dean et de Sal Mineo, incarnant une jeune rebelle tourmentée dans ce film iconique sur la jeunesse perdue. L'année suivante, en 1956, elle joue dans The Teachers de John Ford, un western épique où elle est la nièce kidnappée par des Amérindiens aux côtés de John Wayne. En 1958, Marjorie Morningstar la voit explorer ses racines juives dans un rôle romantique avec Jane Kelly. Mais c'est dans les années 60 que son étoile explose vraiment. Nominée aux Oscars pour la meilleure actrice dans Splendor in the Grass en 1961, réalisée par Elia Kazan, qui voit en elle une profondeur au-delà de l'innocence, jouant une jeune femme brisée par l'amour interdit face à Warren Beatty. Puis Gypsy en 1962, où elle chante elle-même ses parties, incarnant la stripteaseuse Gypsy Rose Lee dans ce musical flamboyant. Et bien sûr, West Side Story, en 1961, où elle est Maria, l'héroïne tragique d'une romance shakespearienne transposée dans les rues de New York, bien que sa voix soit doublée par Marni Nixon, un rôle qui la propulse au rang de déesse mondiale, malgré les controverses sur le doublage. Sa carrière adulte est un tourbillon. Love with a Proper Stranger, en 1963, avec Steve McQueen, lui vaut une autre nomination aux Oscars. Sex and the Single Girl, en 1964, une comédie sexy avec Tony Curtis. The Great Race, en 1965, où elle utilise sa maîtrise du russe, aux côtés de Jack Lemmon. Inside Daisy Clover, en 1965, un rôle introspectif sur la folie hollywoodienne. This Property is Condemned, en 1966, adapté de Tennessee Williams, et Bob and Carol and Ted and Alice en 1969, une satire sur la libération sexuelle qui marque son retour après une pause de 3 ans due à des crises émotionnelles, des thérapies intenses et un licenciement massif de son équipe après le flop de Penelope en 1966 qui lui cause des urticaires et des douleurs physiques. Dans les années 70, elle semi-retraite pour élever ses enfants, mais brille encore à la TV. Des Affaires en 1973 avec Wagner, Cat on a Hot Teen Rule en 1976 avec Laurence Olivier, The Cracker Factory en 1979 et la mini-série From Here to Eternity en 1979 qui lui vaut un Golden Globe de la meilleure actrice. Au cinéma, Meteor en 1979 utilisant à nouveau son russe. The Last Married Couple in America en 1980, The Memory of Eva Riker en 1980, son dernier film achevé. Au moment de sa mort, elle tournait Brainstorm en 1983, sorti posthumément et dédié à elle, avec des doublures et sa sœur Lana pour compléter. Elle préparait aussi une pièce de théâtre, Anastasia, et un film, Country of the Heart. Au total, 4 Golden Globes et 3 nominations aux Oscars marquent une carrière qui a traversé les époques, de l'innocence enfantine à la femme moderne et complexe. Pourtant, sous ce vernis, des fissures béantes, Nathalie devient une déesse, épousant Robert Wagner, le prince charmant d'Hollywood, rencontré sur le tournage de la sitcom The Pride of the Family en 1963-1954. Leur union, le 28 décembre 1957, est un conte de fées en technicolor. Yacht luxueux, fête enivrante, couverture de magazine, mais les rumeurs de violence, d'infidélité cruelle et d'abus émotionnels empoisonnent le tableau. Nathalie divorce en 1962, accusant des abus qui la hantent après l'infidélité de Wagner. Des rumeurs parlent même d'une liaison homosexuelle. Elle épouse ensuite le producteur Richard Gregson le 30 mai 1969, avec qui elle a sa fille Natasha Gregson Wagner, née le 29 septembre 1970, mais divorce en 1972 après avoir découvert son infidélité avec sa secrétaire. Elle remarie Wagner le 16 juillet 1972, piégée dans un cycle infernal, et donne naissance à leur fille Courtney le 9 mars 1974. Hollywood raffole de ses retours triomphaux. Parmi ses amants, Warren Beatty, Michael Caine, David Niven Jr., même le politicien Jerry Brown, un ancien agent du FBI, affirme une liaison de 4 ans, de 1973 à 1977, alors qu'elle était enceinte de Courtney. Et un secret glaçant. À 16 ans, lors d'une audition au Château Marmont, elle aurait été violée
par un acteur marié puissant. Sa sœur Lana révèle en 2021 qu'il s'agissait de Kirk Douglas, une agression brutale ayant duré des heures, causant des blessures physiques et un traumatisme profond, étouffé par la peur et les menaces. En secret, elle confie à ses proches « L'eau noire me terrifie », une phobie viscérale née d'une prophétie maudite d'une voyante qui lui prédit une noyade fatale, renforcée par un incident d'enfance où sa mère l'aurait forcé à tourner une scène dangereuse sur un pont instable. Hasard cruel ou signe d'un destin scellé par les forces obscures. Thanksgiving 1981. Nathalie, 43 ans, au zénith de sa gloire avec Brainstorm, invite Wagner et son costard Christopher Walken sur leur yacht de 58 pieds, le Splendor, pour une croisière au large de l'île Catalina, en Californie. Une escapade idyllique ? Non. Un piège flottant sur des eaux traîtresses, un huis clos mortel. Les tensions explosent. Walken et Nathalie flirtent sans vergogne sur le set, attisant la jalousie dévorante de Wagner, un homme possessif et colérique. Le 28 novembre, après un dîner arrosé sur la terre ferme au restaurant Harbor Reef, ils regagnent le bateau. Des témoins captent des hurlements déchirants émanant du yacht. Wagner avoue plus tard dans ses mémoires Pieces of My Heart une querelle explosive. Il accuse Walken de voler sa femme, brisant une bouteille de vin dans un accès de rage. Nathalie s'évapore vers 23h, après avoir été vue pour la dernière fois sur le pont. Wagner attend 4 heures interminables avant d'alerter les gardes-côtes, continuant à boire avec Davern au lieu de lancer des recherches immédiates. Son corps est repêché le lendemain matin à 8h, flottant comme un spectre à 1 mille du bateau, en chemise de nuit, manteau rouge et chaussettes, près du bateau gonflable, échoué sur la plage. Verdict officiel initial, noyade accidentelle, combinée à l'hypothermie, avec un taux d'alcoolémie de 0,14% aggravé par un médicament contre le mal de mer et un analgésique. Mais écoutez bien, Nathalie, paralysée par sa peur panique de l'eau, elle qui ne savait pas nager et évitait même les piscines, sortirait seule en bateau gonflable au milieu de la nuit ? Son autopsie menée par le coroner Thomas Noguchi révèle des ecchymoses fraîches, hideuses sur les bras, les jambes, le visage. Contusion sur l'avant-bras droit, le poignet gauche, le genou droit, une égratignure au cou, une éraflure superficielle au front et une abrasion de la joue gauche, marque d'une lutte féroce, compatible avec une agression. Le capitaine Denis Davern brise le silence des années plus tard dans son livre Goodbye Nathalie, Goodbye Splendor, coécrit avec Marty Rudy. J'ai entendu des cris effroyables, des bruits de combat. Wagner a grogné. Laisse-la, elle va apprendre sa leçon. Il m'a empêché d'allumer les projecteurs ou d'appeler à l'aide. Davern affirme avoir menti lors de l'enquête initiale, paniqué par Wagner qui était dans un état de rage. 2 témoins sur un bateau voisin entendent une femme hurler à l'aide pendant la nuit. Walken se mure dans un silence glaçant, sur un conseil de ses avocats, affirmant seulement avoir coopéré avec la police sans être suspect. Sa sœur, Lana Wood, dans ses mémoires, rapporte que Davern l'a contacté des années après pour confesser. RJ l'a poussé par-dessus bord. Denis était paniqué et RJ était dans une humeur noire. Coïncidence macabre ou complot ourdi dans les coulisses d'Hollywood, où les stars comme Wagner, vedette de la série Heart to Heart, sont protégées par un mur d'avocats et d'influence. L'enquête initiale ? Un fiasco orchestré par le département du shérif de Los Angeles, bouclé en seulement 48 heures chrono le 5 décembre 1980. Pas d'interrogatoire poussé, pas de test ADN. Technologie naissante à l'époque. Pas d'analyse approfondie des ecchymoses. Noguchi théorise qu'elle a glissé en essayant de rattacher le bateau gonflable, mais admet des incohérences. Wagner, intouchable, est interrogé sommairement et relâché. Hollywood ferme les paupières. Les studios comme MGM et Wagner avaient trop à perdre.
Wagner était une machine à cash, un investissement précieux. Des murmures circulent, Nathalie voulait divorcer à nouveau, emportant une fortune colossale de leur mariage, et avait confié à des amis ses peurs d'abus. Mobile parfait pour un crime passionnel. En 2011, le livre de Davern rouvre la plaie béante, forçant la police à relancer l'enquête après 30 ans. En 2012, le certificat de décès est amendé par le coroner en chef Lakshmanan. Désolé, le nom va s'afficher parce que déjà je vais l'écorcher et je veux pas faire de tort à cette personne. C'est bien de relâcher la pression aussi un petit peu. Donc on en était là en 2012, le certificat de décès amendé par le coroner. Voilà. Donc il dit que c'est noyade et autres facteurs indéterminés, notant qu'il n'est pas clairement établi comment elle est entrée dans l'eau. Un addendum de 10 pages en 2013 examine les ecchymoses, possiblement antérieures à la noyade, aggravées par son traitement à la lévothyroxine. En 2020, un ancien interne de Noguchi affirme que les blessures étaient substantielles, compatibles avec une projection du bateau. Enfin, en 2018, Wagner est officiellement nommé personne d'intérêt, le dernier à l'avoir vue vivante, avec des soupçons d'agression avant la noyade. Mais nulle accusation ne tombe, l'affaire piétine toujours. Hollywood protège-t-il ses bourreaux ? Les preuves hurlent oui, dans un pattern sinistre qui dépasse Nathalie. Dans les années 80, c'est un cercle vicieux. Agents, producteurs, stars se couvrent les uns les autres, enterrant les scandales pour préserver l'image et les profits. Souvenez-vous de Roman Polanski, fugitif depuis 1977 pour viol sur mineur, protégé par des amis hollywoodiens malgré les mandats d'arrêt. Ou Harvey Weinstein, abrité pendant des décennies par un réseau de silence jusqu'à MeToo en 2017. Pour Nathalie, MGN et Wagner, qui l'avaient sous contrat pour des millions, avaient tout à perdre si Wagner tombait. Théorie effroyable pullule. Meurtre jaloux. Wagner la jetant au flot après une rixe sanglante. Ecchymose comme preuve irréfutable. Un détective déclare « Les actions de Wagner n'ont aucun sens ». Ou accident camouflé. Wagner paniquant et mentant pour fuir le scandale, retardant les secours pour effacer les traces. Walken impliqué. Son mutisme nourrit les soupçons, bien qu'il ne soit pas suspect. Une théorie alternative, hypothermie due à l'eau froide, mais aggravée par une chute forcée. Ce pattern hante Hollywood depuis des décennies. Thelma Todd en 1935, star de comédie, retrouvée morte dans sa voiture. Suicide au monoxyde de carbone, mais avec des ecchymoses suspectes et des liens à la mafia. Un cover-up par les studios pour éviter les scandales. Jean Spangler en 1949, actrice disparue après un rendez-vous avec une star anonyme, son sac retrouvé avec une note inachevée. Kirk Can't Wait Any Longer. Possible lien à Kirk Douglas mais étouffé. Ou Bobby Fuller en 1966, chanteur de I Fought the Law, battu à mort et aspergé d'essence. Suicide officiel malgré les preuves contraires. Sans oublier George Reeves, Superman des années 50. Suicide par balle en 1959, mais avec des théories de meurtre par sa maîtresse et un cover-up hollywoodien. Les médias, complices grassement payés par les studios, enterrent les cadavres, transformant les tragédies en ragots oubliés. Cela nous force à questionner, derrière les paillettes et les Oscars, combien de secrets mortels, combien de vies sacrifiées sur l'autel du pouvoir. Nathalie Wood demeure une légende immortelle avec plus de 56 films et productions TV, une icône qui a incarné la transition d'Hollywood de l'âge d'or à l'ère moderne. Mais sa fin expose les entrailles pourries d'Hollywood, à un système où la vérité est négociable. L'enquête piétine toujours, mais podcasts, documentaires comme What Remains Behind et livres
ravive les flammes, exigeant justice. Wagner, aujourd'hui, 93 ans, nie farouchement toute implication. Reclus dans son palais luxueux, affirmant dans ses mémoires que c'était un accident tragique. MeToo a fissuré les murs, exposant des abus systémiques, mais pas assez pour la vengeance de Nathalie. Sa fille Natacha défend Wagner, tandis que Lana pousse pour la vérité. Si ce récit vous a glacé le sang, révélant les couches infinies de mensonges et de détails sordides, likez, partagez votre théorie plus sombre en commentaire et abonnez-vous pour d'autres plongées dans l'horreur true crime. Prochaine révélation, un scandale encore plus noir comme celui de Thelma Todd ou d'autres mystères hollywoodiens? Dites-le moi ci-dessous. Merci d'avoir osé affronter les ténèbres. Rappelez-vous, la vérité est souvent plus terrifiante que n'importe quel film, et Hollywood en est le maître incontesté. Alors pareil, petit aparté à la fin, je vais faire une série de vidéos sur le côté vraiment sombre d'Hollywood. Si vous voulez être acteur, actrice, comédien, comédienne, réalisateur, réalisatrice, si vous voulez bosser dans le monde du cinéma, ces vidéos n'ont pas pour but à vous freiner, loin de là. Moi je fais des vidéos YouTube, je suis passionné par le cinéma, j'aimerais bien faire du cinéma. Ça n'a pas pour vocation de dire non, faites pas ça, c'est trop dangereux, machin, pas du tout. On le sait, en Hollywood c'est une machine à cash, c'est vachement hypocrite. Mais si on a un rêve, toi, moi, vous, nous, de faire des films, pas forcément à Hollywood, mais ne serait-ce qu'en France, faut le faire, parce que on va se plaire et faut être fort, quoi. Mais voilà, le but... encore un saut d'image, je sais pas comment on aura fait au montage, si on les aura coupés ou pas, mais là au moins vous le voyez. Mais le but c'est pas de vous freiner, c'est pas de vous dire ne le faites pas, mais faites-le quand même, faites juste attention. Voilà, c'est tout. Allez, à la prochaine.